Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu, j'ai enfin investi dans un filtre anti-pop pour mon anniversaire, donc... Et je touche le fil. Normalement, le son du micro sera cool pour cette vidéo. J'espère que le cadre vous plaît, que les lumières vous plaisent. Comme d'habitude, j'essaye d'un petit peu upgrader là-dessus. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie, de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. On se retrouve pour la partie analyse, cette fois-ci, du film American Beauty. Dans la première partie de cette petite série de vidéos, cette petite trilogie de vidéos, je vous avais donné quelques conseils pour analyser un film, comment s'organiser et tout ça. Et je voulais vraiment aujourd'hui revenir avec l'analyse du film qui est absolument incroyable et extrêmement poussée et très intéressante. Et on se retrouvera dans une dernière partie de vidéo, je ne sais quand, où je vous expliquerai comment j'ai construit mon dossier et la mise en page que j'ai faite, qui m'a valu, je le rappelle, 20 sur 20. Donc voilà, je suis plutôt légitime de vous faire cette vidéo. Je m'excuse d'avance si je suis un petit peu luisante, il fait 33 degrés dans mon appartement. Voilà, on traverse tous la même chose de toute façon. Donc écoutez, on va partir. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous entraîner et que vous allez réussir à suivre, surtout. C'est parti. Nous allons donc aujourd'hui nous attaquer à l'analyse d'American Beauty. American Beauty, c'est le premier film réalisé par Sam Mendes, qui avait fait auparavant une carrière au théâtre. Il est sorti en 1999. On y retrouve dans le rôle principal Kevin Spacey, bien évidemment. Ensuite, nous avons Annette Bening dans le rôle de Caroline Burnham. Ensuite, nous avons Thora Birch dans le rôle de Jane, Wes Bentley dans le rôle de Ricky Fitz, Mena Suvari dans le rôle de Angela Hayes, et je ne vais pas m'étaler sur le reste des rôles puisqu'on va en parler vraiment très vaguement. On est sur une comédie dramatique, alors moi je trouve pas ça très marrant, mais soit, d'accord? C'est pas moi qui décide. On est donc sur une comédie dramatique d'une durée d'environ 2 heures. Dans cette première partie, on va se pencher sur l'analyse de l'ouverture de notre film et sur une première ébauche de nos personnages et du rôle qu'ils auront durant tout le film. On dit souvent, et je pense que vous l'avez déjà souvent entendu, que durant les 15 premières minutes du film, on doit déjà avoir saisi les thèmes principaux du film, les thèmes qui nous guideront durant toute l'histoire, et avoir une idée de comment ça va se dérouler, voire même de la fin. Nous allons donc voir ici si American Beauty a respecté cette règle dans les 15 premières minutes de son film. On peut considérer dans American Beauty qu'il y a 2 scènes d'ouverture, ou alors on peut considérer que la scène d'introduction est divisée en 2 parties. La première partie de cette scène d'introduction et d'ouverture se situe juste après le nom de la boîte de production. On est en fan footage, on est donc dans une sorte de caméra embarquée par un garçon qu'on ne connaît pour l'instant pas, qui filme une jeune fille qui lui dit très explicitement qu'elle déteste son père et qu'elle ne s'entend pas du tout avec lui. Il va alors lui demander si elle veut qu'il le tue pour elle. S'ensuit ensuite un petit générique, cut, titre du film, et on a ici donc la deuxième scène d'ouverture du film qui est beaucoup plus longue et qui va nous lancer directement dans le film. On est guidé par la voix d'un homme en voix off, on ne voit pas son visage, on ne sait pas qui il est. Avec un plan en top shot, avec un léger travelling avant, vraiment en top shot, on est au-dessus de la ruelle. Il commence à nous raconter un petit peu la rue et la vie dans laquelle il vit. Il ne dit pas son prénom au début, et c'est ça qui est assez intéressant et intriguant, c'est qu'en fait, on peut totalement s'identifier à lui. C'est une personne lambda qui semble être comme nous, donc on peut se dire que c'est nous, finalement, que nous sommes le personnage que nous sommes en train d'écouter. Mais cet homme, il va nous dire surtout qu'il va mourir dans 1 an, qu'il ne lui reste plus qu'1 an à vivre. Et c'est là que les premières questions assez intrigantes du film vont commencer à se poser. On peut alors commencer à se demander dans quelle temporalité on est. Est-ce qu'on est dans une sorte de flashback? Est-ce que c'est une voix divine, l'âme du personnage qui nous parle en étant dans le ciel, puisqu'il est déjà décédé? Est-ce qu'il est déjà mort? Est-ce qu'il va mourir dans 1 an? Et en fait, finalement, on a le thème du film. On va être face à un film d'enquête, une sorte d'enquête où le spectateur, durant tout le long du film, il va vouloir essayer de comprendre, il va devoir essayer de comprendre et de trouver qui a voulu et qui a tué cet homme. Il va finalement nous donner son nom, il s'appelle Lester Burnham, il a 42 ans. Il va donc nous présenter tous les personnages petit à petit, au fur et à mesure qu'on a des plans sur chacun d'eux. On est toujours avec une voix off, on le voit, notre personnage, on comprend qui il est, mais on reste toujours en voix off. Les différents thèmes du film vont donc être évoqués dans les 15 premières minutes du film. Le thème principal, on l'a eu dès le début, dès la scène d'ouverture, la mort. Ensuite, on a, bien évidemment, avec la mort, le sexe, puisqu'on le voit se masturber sous la douche. Il va d'ailleurs dire que c'est l'un des seuls bons points de sa journée, donc déjà ça commence à être assez triste. Et enfin, le dernier thème de notre film, et vous allez voir, on va vraiment s'articuler autour de ces 3 thèmes durant cette analyse, c'est le paraître. Vouloir être bien aux yeux des gens, vouloir paraître beau, vouloir paraître correct,
vouloir faire bonne figure, comme on dit. On est donc en effet face à une scène d'ouverture qui respecte tous les critères. Ici, comme le nom l'indique, on va se pencher sur l'esthétisme et sur la mise en scène de notre film, qui est extrêmement significative et extrêmement intéressante à analyser. On va voir ça ensemble. On est vraiment face à des plans littéralement rangés comme des tableaux, avec une minutie de décoration très intéressante. Premièrement, on va parler de nos plans, justement, et des différentes valeurs de plans qui sont choisies dans le film. J'ai choisi 2 plans pour illustrer mon propos. Le premier plan se situe à 5 minutes 17. On est vraiment, comme vous l'avez vu, au tout début du film. On commence tout juste à cerner la personnalité, l'implication et le rôle de notre personnage principal qui est Lester Burnham, puisque c'est de lui dont on va parler dans cette mini-analyse de plans. On a donc Lester qui est dans le bureau de son futur ex-patron puisqu'il est sur le point de se faire licencier. Il est assis sur une chaise au milieu de ce bureau qui est extrêmement vide, qui est très épuré, si on peut dire ça positivement, avec une plante morte au coin de la pièce, avec très peu d'objets, pas forcément de lumière jouante. Une lumière jouante, c'est une lumière qu'il y a dans la scène qui justifie la lumière que l'on a à l'écran. Il n'y a pas d'ampoule au plafond, la seule petite lampe qu'il y a sur le bureau, elle est éteinte. Donc on est vraiment dans une ambiance assez fade. On se rend compte finalement que ce plan-là et ce vide autour de Lester, ça représente la psychologie de notre personnage et ce qu'il y a dans sa vie, que du vide et que du fade. Et le deuxième plan qui nous intéresse ici est à 28 minutes 34. On a ici un plan rapproché poitrine de Jane, la fille de Lester, notre personnage principal, avec une amorce de l'épaule de Ricky. Ricky, on parlera après de ce personnage, vous inquiétez pas. Un personnage avec qui Jane va débuter une relation amoureuse. On a donc ce plan sur Jane avec une énorme amorce de son épaule, de l'épaule de Ricky, et c'est très intéressant de se pencher sur ce plan, puisque l'amorce de l'épaule va prendre les 3/4 du plan. Jane, elle va se retrouver coincée entre cette épaule d'homme qui en impose, et le bord du cadre. Elle va paraître toute petite. On pourrait dire que c'est l'image de la domination masculine sur cette jeune fille, puisque lui est un petit peu plus vieux qu'elle. Mais honnêtement, je pense que c'est une façon de montrer l'admiration que cette jeune fille a pour ce jeune homme, puisqu'on le verra par la suite. Ils sont, compatibles, mais complètement différents. Ce garçon, il s'assume comme il est. C'est quelqu'un qui est pas comme tout le monde, comme Jane, elle est pas comme tout le monde, elle est différente, sauf qu'elle a peur de s'assumer et qu'elle est très très introvertie. Il a pas de souci à être celui qu'il est. Il n'est pas dans le paraître comme la plupart des autres de nos personnages. Et ces 2 plans sont intéressants parce que finalement, ils vont faire part de l'ambiance du film et des thèmes de ce film. On est vraiment ici dans des idées d'oppression. On est dans des personnages, on est avec des personnages qui sont opprimés, qui sont oppressés, mais qui vont tout faire pour faire semblant que cela va bien. Donc on a énormément de plans dans ce film où on ressent l'oppression de nos personnages. On a beaucoup de plans avec des courtes focales, où on a un arrière-plan très flou qui nous oblige à regarder nos personnages et à être finalement coincés avec eux dans ce cadre restreint et dans cette vie fade et morose. Les plans sont toujours extrêmement bien rangés, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il y a très souvent une symétrie dans le décor, il y a très souvent c'est très épuré en fait dans ce film, et on a vraiment l'impression que rien n'est vivant autour d'eux, que tout est figé et qui sont là juste pour graviter dans ce petit monde fade. On a même l'impression parfois que nos personnages sont littéralement en prison, littéralement emprisonnés. Ce n'est pas pour rien que la première partie s'appelle 12 prisons. C'est parce que, par exemple, on a un plan de Lester, au tout début du film, qui regarde par la fenêtre sa femme en tirant un petit rideau. Il est à l'intérieur de la maison, la caméra est à l'extérieur, elle va faire un léger travelling avant sur lui. Et en fait, du fait qu'il soit derrière ces barreaux de fenêtre, on a vraiment l'impression qu'il est derrière des barreaux de prison et qu'il est juste spectateur et non acteur de la vie qu'il vit, qui regarde sa femme qu'il n'aime plus et qui le dégoûte. Et on a également aussi un plan un peu plus tard dans le film, lorsque Ricky filme Jane avec son caméscope. Il la filme non seulement déjà en premier à travers sa fenêtre de l'extérieur, donc elle est déjà sous une certaine forme en prison derrière ses barreaux, mais en plus de ça, elle est retransmise en direct sur la télé de Ricky dans sa chambre, donc elle est doublement emprisonnée. Elle n'est que l'image d'elle-même dans cette télévision, et c'est un sujet qu'on évoquera tout à l'heure. C'est très intéressant d'avoir ça en tête. Je pense que la chose la plus importante à noter dans ce film, c'est l'utilisation de la lumière. Oui, les plans sont très significatifs, mais la lumière est vraiment un point d'orgue dans ce film parce qu'elle va vraiment traduire de l'ambiance et de la psychologie interne et ambivalente de nos personnages. On a énormément de clair-obscur. Déjà, de base, il n'y a pas énormément de lumière vive, à part quand on est en extérieur, mais beaucoup de scènes se passent de nuit déjà.
On est souvent dans un clair-obscur. Alors le clair-obscur, ça vient du peintre... par le peintre Rembrandt. Donc si vous connaissez pas ces tableaux, je vous en mets quelques-uns ici, vous allez très vite comprendre ce dont je veux parler maintenant. Donc on est vraiment sur une opposition. En fait, le clair-obscur permet de mettre en valeur et de mettre en exergue, de faire ressortir l'ambivalence de nos personnages et par extension, par métonymie, l'ambivalence de ce film et de cette histoire en fait. Cette utilisation très forte et assumée du clair-obscur dans notre film permet de mettre en opposé et en parallèle le bien et le mal dans nos personnages, leur apparence et ce qu'ils veulent bien faire paraître, et enfin, bien évidemment, l'ambivalence entre la vie et la mort. Quand on est chez les Burnham, c'est toujours très sombre, on est souvent de nuit. Quand ils sont au repas, il n'y a qu'une lumière au-dessus de la table qui fait un petit peu comme une alcôve, comme un halo de lumière, qui fait qu'autour de cette lumière, c'est assez sombre, il y a beaucoup d'ombres, beaucoup de grandes ombres assez imposantes et oppressantes. Alors que quand on est dans la famille des Fitz, dans la famille de Ricky Fitz, on a vraiment une entrée de lumière qui est pure, une lumière qui est claire, parce qu'ils sont dans une famille en apparence, assez stable, qui communique et qui est en tout cas dans un meilleur élan de vie et de bienveillance que la famille des Burnham. Ici, je vais donc vous présenter les personnages dont on parle depuis tout à l'heure, en appuyant un petit peu sur leur rôle, mais sans vous en dire trop, parce que de toute façon, durant cette analyse, on va toujours revenir à ce qu'on a dit auparavant et étayer, analyser et préciser tout ce qu'on évoque. Le premier personnage, c'est donc notre personnage principal qui s'appelle Lester Burnham, qui a donc 42 ans, comme il nous l'a si bien dit. Lester, il est marié avec Caroline depuis plus de 20 ans maintenant, mais il est fermé dans une vie absolument fade, morose, dans un mariage platonique qui ne lui convient plus du tout. Il est en froid avec sa fille, bien évidemment. Une adolescente fille n'est jamais dans les films américains satiriques comme celui-ci. En bon terme avec ses parents, encore moins avec son père. Il travaille dans un fast-food au fur et à mesure du film, puisqu'il a été, comme je vous l'ai dit au départ, viré de son travail, alors qu'il travaillait là-bas depuis 13 ans. Donc il finit par travailler dans un pauvre fast-food, parce que de toute façon, il en a rien à faire, il le dit lui-même. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est sa tenue. Il est toujours habillé de marron, de marronâtre, de brun, de gris. Toujours des couleurs très fades qui rapportent à sa personnalité et à son état de vie et psychologique. Ensuite, on a Caroline, notre chère Caroline, qui est donc la femme de Lester, la mère de Jane. Ils n'ont qu'une fille ensemble d'ailleurs. Caroline, elle est borderline, elle se frappe quand elle pleure, elle n'a aucune confiance en elle, elle pense vraiment qu'elle ne vaut rien et elle n'est pas du tout bienveillante avec elle-même. Elle va finir par tromper son mari, donc elle va pécher. Elle va tromper son mari avec un homme qui s'appelle Buddy Kane, qui est comme elle, agent immobilier, mais qui représente vraiment son idéal finalement. Il réussit dans son travail, il est beau, il est riche, il a de l'argent, il lui donne de l'amour, il lui fait l'amour littéralement, puisque avec son mari elle ne fait plus l'amour, c'est un mariage platonique depuis des années. La première image qu'on a d'elle, c'est très intéressant, encore une fois, on est vraiment là pour analyser tout ce qui se passe, c'est justement quand Lester la regarde par cette fameuse fenêtre qui donne l'impression qu'il est en prison. Il la regarde et Caroline, ce qu'elle fait en même temps, c'est qu'elle va couper une rose rouge. Et la scène juste avant, nous avons Lester qui se masturbe sous la douche. Nous avons donc une scène de sexe, scène à caractère sexuel, suivie d'une scène où Caroline va couper une rose rouge qui est, comme vous le savez bien, la symbolique de l'amour, de la passion, et du coup, par extension, du sexe. Et donc on a cette femme castratrice qui va couper le sexe de son mari en plein plaisir. La couleur qui lui sera attribuée, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sera le bleu. On va pas en parler en détail puisqu'il y avait assez énormément de choses à dire. Et je parlais d'ambivalence puisque le bleu c'est normalement la couleur de la fidélité, de la rêverie. Ça rapporte quand même quelque chose d'assez léger. Alors, soit on va trop loin et il n'y a pas de signification, mais moi je pense qu'il y en a une, soit c'est vraiment une sorte de moquerie de la part du réalisateur d'attribuer cette couleur-là à cette femme qui finalement ne représente absolument pas ces critères-ci. On a donc ensuite Jane, la fille de Caroline et Lester, qui est une ado qui n'a pas confiance en elle, qui ne s'entend pas avec ses parents, qui est extrêmement introvertie. Elle a un style complètement garçon manqué, en contradiction totale avec sa mère qui s'habille très chic. Elle s'habille vraiment, elle en a rien à faire et sa mère va pas d'ailleurs se priver de lui faire remarquer. Sa chambre, contrairement au reste de la maison et au reste des personnages de sa famille, est vraiment dans des tons très colorés. Elle est rouge, elle est orange, elle signifie un petit peu le sexe, les pulsions qu'on peut avoir à cet âge-là. C'est la seule personnage qui va à peu près s'en sortir dans ce film, on le verra par la suite. C'est une jeune fille qui représente l'espoir de cette société absolument fataliste finalement. Ensuite nous avons Angela Ice qui est donc la meilleure amie de Jane au lycée. Alors
Sur Angela, il y a vraiment énormément de choses à dire, c'est le point central de notre film. J'y reviendrai donc plus tard puisqu'il y a une partie qui lui est complètement dédiée quand on parlait de Rose Rouge et on va parler de Angela, vous allez voir, c'est très intéressant. En tout cas, ce que je peux vous dire sur elle, c'est que vraiment c'est le canon de beauté américain ou voire même du monde, en théorie bien sûr, pas en pratique. Elle est blonde, elle a les lèvres pulpeuses, elle est populaire, elle est hyper libérée sexuellement, elle a pas de problème avec le sexe. Bref, c'est complètement l'opposé de sa meilleure amie Jane. Elle est toujours vêtue de couleurs très vives et notamment de violet, qui est la couleur que l'on attribue au rêve, à la fantaisie et au fantasme. Enfin, nous avons Ricky, dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est donc le nouveau voisin de Jane, qui vient d'emménager. Alors lui, il a toujours un caméscope à la main, il filme tout ce qu'il voit, il filme tout ce qu'il vit, et il a vraiment un regard sur le monde qui va énormément nous intéresser pour la suite de cette analyse. Comme il le dit, il filme donc la beauté du monde. On arrive donc à notre deuxième partie, maintenant qu'on a posé les bonnes bases de notre analyse. On va donc, durant tout le film, suivre l'évolution de deux familles, finalement, qui ont chacune un enfant, un garçon et une fille. Mais ces deux familles, elles vont s'opposer sur énormément de points, et s'opposer de façon très intéressante, et très réfléchie, vous allez voir. On peut d'ores et déjà se rendre compte qu'on a des duos de personnages. On a des personnages qui fonctionnent par deux, que ce soit par analogie ou par opposition. La première opposition flagrante, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est celle de Caroline et de sa fille Jane. Caroline, elle est très chic, elle est très bien sur elle, en apparence bien sûr, alors que Jane, elle a vraiment un style de garçon manqué, elle est pas maquillée, et sa mère ne va pas le manquer de lui faire remarquer en lui disant « Jane, honey, are you trying to look unattractive, bitch ?» Donc voilà, déjà c'est intéressant de se rendre compte qu'au sein d'une même famille, il y a déjà deux femmes qui s'opposent littéralement. Ensuite, on a Jane et Angela, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. L'une est brune, introvertie, pas maquillée, garçon manqué. L'autre est blonde, maquillée, lèvres pulpeuses, canon de beauté américain, qui va faire trembler tous les garçons, n'est-ce pas ? Ensuite, nous avons Caroline et Lester. Même si cela semble évident, je trouve intéressant de l'évoquer ici, puisqu'on a plusieurs scènes durant le film qui vont littéralement les mettre en opposition et montrer l'évolution psychologique et psychique des personnages dans leur relation de couple et dans l'histoire. On a notamment deux scènes en voiture. La première scène en voiture, c'est Lester lorsqu'il vient de quitter son travail ou qu'il vient d'avoir donc son job au fast-food, qui va chanter dans sa voiture. Donc là on comprend bien qu'il parle en soum-soum de sa femme Caroline. Et donc nous avons plus tard dans le film Caroline lorsqu'elle vient de coucher pour la première fois avec Buddy Kane, donc de tromper son mari et d'enfin se libérer, comme on le disait tout à l'heure, de ces carcans de vie absolument minables. Tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud to rain on my parade. I'm gonna march my band out. Voilà, donc si c'était pas assez explicite pour vous, je vois pas comment faire. Nous avons donc ces deux personnages qui sont déjà de base en opposition totale, qui vont en plus de ça le verbaliser et le faire comprendre aux spectateurs que là on est vraiment sur un point de non-retour finalement. Également des scènes qui sont très intéressantes puisqu'on a un ensemble de scènes qui vont se répondre, qui vont se parler entre elles. Par exemple, sous forme de montage alterné, nous avons la fin du film. On a vraiment toutes les tensions de tous les personnages qui vont éclater. Ils étaient tous sous pression pendant 1h30, là ils vont tous se lâcher jusqu'à aller au meurtre. Par exemple, on a une scène de Caroline qui va s'engueuler avec sa fille alors que son mariage vient littéralement d'exploser, elle va gifler sa fille dans sa chambre. Et juste après, on a une scène en montage alterné de Ricky dans sa chambre qui s'engueule avec son père, qui est lui sur le point de se faire frapper par son père. You know, it's sad but true. And the sooner you learn it, the better. Look, Mom, I really don't feel like having a Kodak moment here, okay? You ungrateful little brat! Do it, do! I swear to God, I'll throw you out of this house and never look at you again. You mean that? You damn straight I do. I'd rather you were dead than be a fucking maggot. Donc on a ces deux personnages qui sont le couple phare du film, qui vivent la même chose de leur côté et le film va le mettre en exergue avec le montage alterné. Également, on a encore une fois l'imagerie de la mort qui est mise en exergue qui est mise en scène par
par l'existence des armes à feu dans le film. On a par exemple une scène de Caroline qui apprend à tirer grâce à son nouvel amant qui la pousse à prendre des cours de tir. Et on va également avoir une scène où Ricky va aller montrer à Jane tous les pistolets, la collection de pistolets de son père. I gotta say, Mrs. Burnham, when you first came here, I thought you would be hopeless. But you're a natural. Well, all I know is I love shooting this gun. On a donc les deux chefs de famille opposés, puisque c'est clairement Caroline qui porte la culotte dans son couple, hein, et c'est carrément le père de Fitz qui la porte dans le sien, qui vont être amenés à succomber à une sorte de pulsion de mort. Ici, le montage parallèle, il permet de mettre en exergue vraiment la montée en tension de tous les personnages et l'évolution de chacune de leurs perspectives. Toutes les scènes ici vont se répondre et vont se justifier et s'apporter les unes aux autres. Toujours dans cette idée d'opposition, puisque cette partie s'appelle donc, je le rappelle, parallèle, on a nos scènes de repas. Le repas, c'est censé être le moment convivial de la journée où on retrouve notre famille après notre journée de travail. Eh bien, pas chez Sam Mendes, pas dans American Beauty. La première scène de repas à laquelle on a affaire, c'est chez les Burnham. Nous avons une table qui n'est éclairée que par un halo de lumière qui arrive au centre, qui s'abat sur un bouquet de fleurs et sur Jane, qui est derrière ce bouquet de fleurs. Et à chaque extrémité de la table, nous avons Lester à droite, Caroline à gauche. Nous sommes en plan moyen, la caméra est au niveau du regard et elle avance dans un léger travelling avant. Nous avons, nous, juste spectateurs à se laisser porter par la caméra. Dans cette scène, les couleurs sont ternes, mais elles sont rehaussées par le bouquet de fleurs qui est au milieu de la scène, donc ce bouquet rouge. Dans ce repas, les communications sont chaotiques, personne ne peut parler avec la personne en face. Lester essaye d'avoir une conversation avec sa fille Jane, ça tourne au fiasco, elle lui dit qu'elle ne veut pas lui parler, elle part dans la cuisine. Finalement, il va commencer à marmonner dans sa barbe comme un enfant, littéralement, il va bouder, aller manger sa glace dans la cuisine, il va être en froid et ça va être tendu avec sa femme. Donc on a vraiment aucune communication finalement dans cette famille, on comprend bien que tout le monde en veut à tout le monde et que la famille est complètement détruite, elle va finir par exploser. En parallèle, on a donc, encore une fois cette idée de parallèle, une scène de petit déjeuner chez la famille des Fitz, donc chez la famille de Ricky, je le rappelle, qui est donc le nouveau voisin de Jane. Ici tout va bien, voilà, tout semble se porter pour le mieux, la maman fait à manger, le fils arrive dans la cuisine qui est éclairée, qui semble épurée, les couleurs sont vives, les couleurs sont claires, le père lit son journal. Donc voilà, on comprend qu'il y a un problème quelque part, puisqu'il y a une opposition qui semble être entre le bien et le mal. Le dernier repas que je voulais évoquer ici, c'est encore un repas chez les Burnham, mais celui-ci ça va être vraiment le repas du chaos, le repas de l'explosion, le repas de l'explosion des faux-semblants finalement. On va vraiment avoir une scène chaotique dans laquelle Lester va exploser de colère, va laisser surgir sa haine et son énervement contre sa femme et un petit peu indirectement contre sa fille, je pense. I am sick and tired of being treated like I don't exist. You two do whatever you want to do, whenever you want to do it, and I don't complain. All I want is the same... Oh, you don't complain? Oh, please, excuse me. I must be psychotic then. If you don't complain, what is this? Yeah, let's bring in the laugh meter and see how loud it gets on that one. You don't complain. Donc là, on est sur la fin du film, j'ai pas noté le temps, mais on est vraiment dans la fin de la deuxième partie du film où tout explose finalement. On n'est pas loin du climax final. Miroir est un mot latin qui vient du latin speculum et qui a donné aujourd'hui le mot spéculation. Il s'agit ici en effet de traiter l'utilisation des miroirs et la signification qu'ils peuvent avoir dans notre film et ce qu'ils vont permettre de mettre en lumière. Le miroir est le symbole de la vérité. Un miroir ne peut pas mentir. Il nous renvoie ce que les autres voient de nous. Le miroir, c'est le passage entre l'être et le paraître. On a tous quelque chose à cacher, on est tous à double tranchant. Notre inconscient enfuit ce que notre conscient n'est pas prêt à voir, mais le miroir, lui, le voit. Le miroir le sait. La surutilisation des miroirs dans American Beauty reflète le besoin de paraître, le besoin de bienséance de tous nos personnages. Le premier exemple flagrant, je vous avais dit qu'on évoquerait plus tard les parents de Ricky. Nous avons donc le père Fitz qui s'appelle Frank. À un moment du film, il va tout simplement nettoyer la vitre arrière de sa voiture et il va se refléter dedans. Comme nous l'aurons vu au début du film, il va être ouvertement homophobe envers ses voisins Jim et Jim. C'est un précurseur de ce qui se passera par la suite,
puisque cet homme, qui est donc ouvertement homophobe, est en réalité un homosexuel refoulé. Et en fait, ce reflet de lui dans la vitre de sa voiture, c'est le reflet de son homosexualité qu'il n'ose pas assumer. Cette homosexualité refoulée le mènera d'ailleurs finalement à tuer la seule personne qui l'a forcé et qui l'a poussé à être ce qu'il était vraiment. Nous avons également Jane, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui est souvent filmée par Ricky à travers des miroirs. Donc non seulement elle est déjà dans un certain reflet à travers l'œil de la caméra, mais en plus de ça, s'abat également sur elle le reflet de sa propre personne, de ses propres doutes, de son manque de confiance en elle dans ce miroir. Un jeu de miroir qui est très intéressant ici, puisqu'en fait il va être l'exception qui confirme la règle. Ce sont lorsque Ricky se regarde dans le miroir. Nous sommes ici face au seul personnage de tout ce film qui est en total accord avec lui-même. Et pourtant, je pense que c'est celui qu'on voit le plus dans un miroir. On le voit très souvent se recoiffer et se regarder droit dans les yeux dans ce miroir. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'exception qui confirme la règle, parce que ce jeune homme, il est totalement en accord avec lui-même. Il sait ce qu'il est. Il ne nie pas que ce qui l'intéresse dans la vie, c'est la beauté de la mort. Il ne nie pas qu'il filme tout le monde un petit peu à leur insu et que ce n'est pas quelque chose de très correct et légal. Et en fait, voilà, c'est la seule personne dont le reflet du miroir n'est en fait vraiment que le reflet de lui-même. Et enfin, le dernier jeu de miroir qui est plus qu'explicite et qui est le plus intéressant dans ce film et qui est un total spoil bien évidemment, c'est justement le jeu de miroir de Lester avec son propre sang sur la table de la cuisine lorsqu'il vient de se faire tuer. Et en fait, ce jeu de miroir, c'est vraiment l'apothéose du film. Lester était vraiment le point central de haine dans ce film. Et en fait, le fait que ce soit le dernier jeu de miroir et le dernier regard vers soi-même que l'on ait dans ce film, c'est vraiment la mise en exergue, non seulement de l'homosexualité refoulée du voisin qui l'a donc tué, mais c'est également, du coup, par extension, l'importance des apparences qui est donnée dans ce film, l'importance de l'apparence dans une société en totale décadence. L'opposition entre les deux familles va vraiment mettre en exergue cette satire de la société américaine qu'a voulu filmer Sam Mendes. On l'évoquait tout à l'heure, justement, nous allons rester avec Ricky, qui, comme je vous l'ai dit, capture tout ce qu'il vit, tout ce qu'il voit avec son caméscope. Kant, dans Critique de la faculté de juger, va distinguer l'idée de beau et la sensation de plaisir. Ainsi, la beauté est une satisfaction désintéressée. Quote. Dans American Beauty, la beauté c'est clairement pas ce que l'on voit de suite. Et Ricky va nous introduire un nouvel aspect, un sentiment nouveau par rapport à la beauté. Il trouve la beauté dans les plus petites choses du monde et il trouve notamment la beauté dans la mort. Ça peut aller d'un sac plastique qui vole au gré du vent à un oiseau mort au bord de la route et à une femme SDF qui l'a trouvée morte dans une rue et qui l'a jugé beau de filmer. Pour lui, la beauté est donc bien évidemment aussi dans la mort. C'est une question de ressenti, d'électricité, d'expérience, de sensation au plus profond de soi, au plus profond de lui-même. En fait, à partir du moment où ce qu'il voit lui fait sentir un sentiment nouveau, lui fait se sentir une électricité dans son corps, un certain frisson, pour lui c'est de la beauté parce qu'il y a une sorte de satisfaction désintéressée, dénuée de tout sentiment, de tout plaisir dans ce qu'il voit. C'est pour ça que j'ai cité Kant tout à l'heure. On va donc la voir, comme je l'ai dit précédemment, une scène digne d'une grande beauté, mais très étonnante au premier abord, de Ricky qui va montrer à Jane qu'il a filmé un sac plastique pendant je ne sais combien de minutes, qui vole au gré du vent devant un mur de briques. En réalité, cette scène, elle n'est pas anodine. En fait, c'est le scénariste du film, Alan Ball, qui avait vécu cette scène en 1991. Il avait admiré pendant une quinzaine de minutes, selon ses dires, un sac plastique qui volait au gré du vent. Et en fait, son seul regret ce jour-là, il le dira plus tard, c'était qu'il n'avait pas en fait de caméra pour filmer ce qu'il a vu. Alan Ball dira « Ce n'est pas la vidéo sur laquelle il se concentre, mais l'expérience elle-même. » It was one of those days where it's a minute away from snowing. And there's this electricity in the air. You can almost hear it. Right? And this bag was just dancing with me. Like a little kid begging me to play with it. For 15 minutes. That's the day I realized that there was this entire life behind things.
Juste avant cette scène, on a Ricky et Jane qui marchent en rentrant du lycée. Ils marchent sous une orée de bois qui semble d'ailleurs être le tunnel de fin de vie avec la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment très très beau. Et en fait, ils vont parler justement de cette vision de la mort qu'a Ricky. Et il va lui parler d'une fois où il a filmé une dame morte sur le bord de la route, une SDF qui était décédée. Et Jane va lui demander étonnée pourquoi il a filmé ça. Et il va dire « Because it was amazing, it's like God is looking right at you. And what do you see? Beauty. » On peut approcher à ça la vision de Vertov, un cinéaste soviétique d'avant-garde, qui dira en 1923 dans son manifeste Kinox Révolution, traduit en français par Ciné-œil, la chose suivante. Se servir de la caméra comme d'un œil pour prendre la vie sur le vif. Filmez-nous sur le coup comme nous sommes. En fait, ce cinéaste, il va défendre un cinéma qui repose sur la narration des émotions. Il veut en finir avec la mise en scène finalement. Il veut du réel et du spontané. Le terme de ciné-œil est très juste et très explicite et permet vraiment de traduire ce qu'on essaye de dire ici. J'arrête pas de toucher le micro, je suis désolée. Le but est de retranscrire ce que nous voyons, brut, de pas mêler de fioritures à cette réalité, à cette beauté que nous avons devant nous, à cette beauté des images et à cette beauté du monde. La beauté, c'est donc une expérience universelle. Nous allons donc enfin nous pencher dans cette sous-partie sur notre personnage de Angela, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, et sur la connotation et la symbolique de la couleur rouge et de la rose. La rose rouge est donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le symbole de la beauté, de la passion, de l'amour, et par extension de la sexualité et du péché. Rose vient du latin rosa, rosae, qui signifie aussi bien la rose, la fleur, que le rosier. Dans la mythologie, en Égypte ancienne, la rose était le symbole de la fécondité. Et en Grèce, la déesse de la fécondité était donc Aphrodite. Plusieurs légendes et écrits ont fait référence à la rose. Je vais vous en citer deux ici qui nous aideront à mieux décrypter et à mieux comprendre ce qu'on va expliquer par la suite. Dans le recueil poétique de Guillaume Louis, le roman de la rose, paru en 1230-1235, il est question d'un homme qui veut s'emparer d'une femme qu'il aime. Cette dernière est représentée par une rose, symbole de la perfection. Ronsard écrit en 1550 ce qui sera l'un de ses plus célèbres poèmes. Ici, la rose symbolise la fragilité de la vie. Et c'est vraiment les deux idées qui vont nous transporter durant le film. C'est que la rose est à la fois symbole de la passion, mais également symbole de la légèreté, de la virginité. On parle de la rose, mais c'est par extension bien évidemment la couleur rouge qui nous intéresse également. Sont présentes durant tout le film sous forme de bouquets et sur les habits de nos personnages féminins. En effet, en fait, chaque femme de ce récit, chaque femme de cette histoire va développer une histoire charnelle, passionnelle ou platonique, simplement d'amour, avec un homme, et parfois elle va même pécher. En fait, cette couleur, elle va sans cesse éveiller notre regard. Elle est présente dans tous les plans du film. Je pense que dans 95% des plans du film, il y a une rose, ou du moins la couleur rouge. Cette couleur rouge qui est donc attribuée au sexe, avec cette symbolique de la rose. Et comme nous l'avons dit au départ, les deux thèmes principaux qui vont dicter ce film, ce sont le sexe et la mort. Par extension, encore une fois, la vie et la mort. Et vous ne serez pas sans savoir que l'amour et la mort, ce sont les deux choses qui rythment notre vie dans une certaine mesure. Mais tout ce que l'on fait, ou tout ce que l'on ne fait pas, est dicté par une pulsion de vie ou une pulsion de mort. Nous passons notre vie à tenter de nous sentir vivants pour fuir notre finalité qui est à tous la mort. C'est donc ainsi que Lester va tomber éperdument amoureux, si on peut appeler ça de l'amour, de Angela, puisqu'elle symbolise tout ce renouveau, elle symbolise la vie, la pureté, la virginité, et donc elle va lui redonner vie, tout simplement. C'est donc maintenant que l'on va parler d'Angela, que l'on va se pencher sur deux séquences parmi 4 ou 5 qui se passent dans le film. Ce film est très connu, et je pense que vous en avez sûrement entendu déjà parler, par rapport à justement cette relation qu'il y a entre Lester et Angela, et ces scènes de fantasme qui sont très caractéristiques de American Beauty. La première que nous allons analyser, c'est la première dans le film, qui se situe donc à 16 minutes 10. Donc vous voyez, on est tout juste dans les 15 premières minutes du film où on sait ce qui va se passer. Donc c'est vraiment très caractéristique, c'est pas du tout anodin que ça arrive à ce moment-là du film. En fait, il est à un match de basket où il est censé aller voir sa fille jouer, même s'il n'en a pas du tout envie. En fait, il va croiser d'un coup le regard de Angela et il va rester littéralement bouche bée. Et là, on va basculer dans une dimension complètement onirique. On ne sait plus si on est dans la réalité ou si on est dans la réalité de Lester. On va avoir affaire à une danse assez langoureuse, presque érotique de la part de Angela, qui nous regarde dans les yeux, mais qui regarde en fait dans les yeux Lester. Et à la fin de cette danse, elle va ouvrir sa veste, et de sa veste vont sortir des milliers de pétales de rose. Et donc ces pétales de rose sont le signe du péché, sont le signe de l'amour, de la passion et de la perversion. Puisque c'est quand même un petit peu pervers ce qu'il fait Lester, il faut qu'on se le dise.
la dernière scène que je voulais évoquer avec vous, qui est très significative et qui va rejoindre ce que je disais au début sur la petite introduction sur la rose. On est donc à un moment phare du film où Lester est vraiment en plein dans son fantasme sur Angela. Et là, c'est en pleine nuit. Il va se réveiller, se diriger lentement vers sa salle de bain. Il va y avoir une petite musique qui va commencer à apparaître. Il va ouvrir la porte et va s'en échapper une genre de fumée. Mais une fumée de buée, en fait, finalement, de cette salle de bain. La caméra le suit en léger travelling avant et la porte se ferme. On pense alors qu'on va pas avoir affaire et qu'on va les laisser tous les deux, parce que nous on comprend bien qu'il est question de Angela, qu'on va les laisser tous deux vivre ce qu'ils ont à vivre dans le fantasme de Lester. Mais en fait non, la caméra passe outre cette porte fermée et nous embarque dans cette rêverie et dans ce fantasme onirique. Et c'est là qu'on a affaire à une Angela nue, complètement nue, dans un bain de mousse et de rose. Elle a les cheveux blonds légèrement coiffés. Et en fait, dans cette scène, Angela est la métaphore et la réincarnation de la déesse Aphrodite, déesse de la fécondité, de l'amour et de la passion qu'on a évoquée auparavant. On a vraiment l'impression d'être dans les termes de l'Antiquité, hein. Il y a des plantes, il y a ce bain qui est très caractéristique, et en fait ça va vraiment insister sur le côté divin d'Angela et le fantasme qu'elle représente pour Lester. Les références mythologiques ne doivent jamais être mises de côté et ignorées. Et toutes ces scènes de fantasme onirique de la part de Lester vont mener à la scène finale, à ce qui pourrait être finalement la conclusion du film, puisque à un moment où toutes les tensions ont explosé entre tous les personnages de cette histoire et de ce film, nous avons donc Angela qui va se retrouver recroquevillée dans un coin de la salle à manger de Lester, puisqu'elle vient de s'engueuler avec sa meilleure amie Jane. Elle va se retrouver recroquevillée dans ce fin fond de salle à manger, dans l'ombre, et Lester qui n'est plus avec sa femme, là vraiment le divorce a explosé. En fait ils vont être tout seuls dans cette salle à manger, on croit d'ailleurs qu'ils sont tout seuls dans la maison, mais ils ne sont pas tout seuls, il y a Jane et Ricky à l'étage. Ils vont se voir, et légèrement à pas de loup, se rejoindre au centre du cadre. Bien évidemment, ils vont se rejoindre au-dessus d'un bouquet de roses et ils vont commencer à consommer cet amour, cette sorte de passion et de sensualité qu'il y a entre les deux depuis le départ, puisque Angela n'était pas du tout fermée face à Lester. Elle était très engageante et elle était très dans la séduction. Et en fait, au moment où ils sont sur le point de passer à l'acte, Angela va avouer à Lester qu'elle est en fait vierge, qu'elle n'a jamais couché avec aucun homme dans sa vie. Et là, c'est un peu tout qui s'effondre finalement. C'est tout qui s'effondre. Pour nous, c'est bien parce que dans l'analyse, c'est parfait en fait ce qui se passe. On a vraiment là, maintenant, l'apogée du paraître, l'apogée de la bienséance, parce que cette jeune fille, en fait, pour se faire accepter et pour se faire aimer de tous, elle a menti sur sa vie sexuelle. Cette fille qui était le canon par excellence de beauté des États-Unis, qui représentait la passion et le charnel par excellence, n'était en fait qu'une menteuse. Et je pense aussi, je voulais rajouter, qu'on peut dire qu'Angela, c'est finalement le MacGuffin de ce film, parce que si cette personnage n'existait pas, aucune tension n'aurait jamais explosé. Lester, il se serait pas senti revivre, il aurait continué à vivre sa pauvre vie, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que cette jeune fille, de par son mensonge et la pulsion de vie qu'elle inflige à notre personnage principal, elle va en fait déclencher toute l'histoire, et le mener aussi, lui, à la mort. Thanatos est un substantif masculin qui vient du grec ancien wavatok, thanatos, qui signifie mort. En psychologie, thanatos, c'est la pulsion de mort, par lesquelles les êtres visent à se soustraire aux tensions et à faire retour à l'état organique. Freud a montré comment les pulsions de vie, donc Eros, et les pulsions de mort, Thanatos, peuvent fonctionner de façon autonome ou au contraire, converger vers un même objet et se mélanger intimement dans des proportions variables. Dans la mythologie, pour les Grecs de l'Antiquité, Thanatos était donc le dieu de la mort. Nous avons en face de Thanatos la mort, nous avons Eros, la vie, qui est un substantif féminin qui vient du grec, qui signifie désir d'essence, amour. Dans la mythologie, pour les Grecs de l'Antiquité, Eros était donc le dieu de l'amour, et en philosophie, cela signifie amour charnel. Aristote élargit la notion d'Eros pour lui donner une signification cosmique. À la différence de Platon, pour qui l'Eros est la voie conduisant l'âme vers ce qui est beau en soi. Donc on rejoint encore une fois même l'idée de beauté dont on parlait tout à l'heure. En psychologie, Eros est la pulsion de vie par opposition à Thanatos, la pulsion de mort. Selon Freud, il coexiste donc en nous, dès l'enfance, deux types de pulsions qui vont s'affronter tout au long de la vie, qui sont donc les pulsions sexuelles d'autoconversion et la pulsion de mort, Thanatos. Toute notre vie, elle est régie par le combat et par la présence de ces deux formes de pulsions.
Notre société témoigne d'une redoutable présence de la destructivité qui tend à tenir en échec la présence des pulsions de vie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en beaucoup mieux dit. Merci Freud. Ici, donc ces deux pulsions, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, sont bien présentes et sont les deux moteurs du film. Par métonymie, Eros, la pulsion de vie, est présentée par la forte tension sexuelle du film, et Thanatos, la pulsion de mort, est présentée par la beauté de la mort d'un côté avec Ricky, et par la mort de Lester, forcément à la fin du film. Et donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à travers la pulsion sexuelle qui va pousser Lester, on découvre le personnage d'Angela. Et cette pauvre fille, elle existe finalement que par le fantasme de Lester. Son seul rôle dans le film, c'est ça finalement, c'est d'être un objet de désir, de passion, de fantasme. On évoquait donc la beauté de la mort avec Ricky, et ça revient à ce que disait Freud, c'est qu'en fait, Ricky va voir la beauté dans la mort, va donc voir dans une certaine mesure la vie dans la mort. Et donc c'est ce que disait Freud lorsqu'il disait que les deux pulsions peuvent converger tous deux vers un même objet, vers la beauté. Sublime monologue final sur lequel je vais vous laisser, tout comme American Beauty m'a laissé sur ma faim avec ce dernier, qui nous montre encore une fois que Eros et Thanatos sont bien les dictateurs de notre vie et que nous mourrons tous un jour. I guess I could be pretty pissed off about what happened to me. But it's hard to stay mad when there's so much beauty in the world. Sometimes I feel like I'm seeing it all at once, and it's too much. My heart fills up like a balloon that's about to burst. And then I remember to relax and stop trying to hold on to it. And then it flows through me like rain. And I can't feel anything but gratitude for every single moment of my stupid little life. You have no idea what I'm talking about, I'm sure. But don't worry. You will someday.